FM. Royal FM. Ladies and gentlemen, here it is. The Listeners Radio. Royal FM. 88.4 Stereo. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Stendhal, dans sa contribution à une meilleure compréhension de ce qu'est en réalité le roman, disait, c'est certainement l'une des citations les plus populaires de l'histoire de la littérature, puisqu'à la base de ce genre, le roman est un miroir que l'on balade dans la rue. Simple paraphrase, normal que cet instrument nous renvoie aussi froidement au visage les beautés du monde, mais surtout ses laideurs. Les laideurs de la méchanceté, de l'humain qui tue, pille, confisque, vole, viole, arrache, détruit, prend en son compte, contrôle et veut tout contrôler jusqu'au pouvoir absolu et humainement possible. Le capitalisme sauvage extrême et aujourd'hui le relativisme de la norme nous impose, ou du moins tente d'imposer de nouvelles valeurs au nom des libertés. Tout va à volo. On est plus proche d'un terme des deux que Rousseau mettait ensemble. L'homme est un animal social. Et ce n'est certainement pas du social qu'on est plus proche, donnant du crédit à Hobbes qui le qualifie et le perçoit comme un loup pour son prochain. Au moment où tous les extrêmes sont franchis et même banalisés, au moment où les morts se comptent comme un de plus et non comme un de trop, une fine brise et une incursion dans l'univers de l'innocence ne peut qu'apporter sourire et réconfort pour cette nouvelle édition du Point littéraire qu'il se laisse emporter dans les méandres de la littérature jeunesse. L'histoire de Marinetta et sa petite serviette rose nous intéresse. Nous avons rendez-vous avec l'auteur Jolinta qui, pour nous, et surtout est avec nous, elle nous fait goûter le plaisir juvénile le temps d'une 50aine de minutes. Bonsoir, bonjour, selon le point du globe à partir duquel vous nous prêtez votre attention auditive ou visuelle, et bienvenue. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite
avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Le point littéraire accueille donc pour cette édition l'auteur Jolinta, littéraire et journaliste de nationalité camerounaise. Comme fait d'armes, elle a souvent animé des programmes littéraires tels que À vos travaux et Mon livre et vous, et cela à l'Institut français de Yaoundé. Son credo en littérature consiste à transformer l'âme des enfants en un luxuriant jardin de mots pour stimuler leur éveil intellectuel. Un défi qu'elle est en passe de réussir avec Marinetta et la petite serviette de Rose. Et ce n'est pas que le premier, mais alors le début d'une longue série dans le comptoir jeunesse. C'est une courte histoire, mais immensement riche en symboles que nous sommes et nous ne manquerons pas d'évoquer ici pour cette publication. Elle a bénéficié justement de l'accompagnement des éditions Akomambar, qui fait des livres jeunesse sa spécialité. Les dessins qui accompagnent l'histoire et la griffe de François Olingambida, un artiste camerounais formateur en art graphique et littéraire, illustrateur de premiers livres. Il nous avait d'ailleurs présenté son ouvrage qui avait pour titre Lumière obscure. Et pour cette édition, Jolinta nous apporte la lumière et les couleurs. Elle a accepté de venir nous rencontrer pour échanger sur son livre Marinetta et la petite serviette Rose, un livre qui a été présenté à Yaoundé il y a seulement quelques jours. Jolinta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jacques. C'est un plaisir Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir. Merci d'apporter la bonne humeur dans ce studio. Oui, nous sommes toujours de bonne humeur. Et puis bon, en tant qu'écrivain, il faut toujours être de bonne humeur. Oui. Vous avez votre livre qui est désormais disponible, qui a été présenté au grand public la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? C'est votre première publication dans ce secteur, le livre de jeunesse. Oh, c'était un plaisir immense, vraiment immense, et une agréable surprise en cette année 2020, qui était une année merdeuse, qui n'est pas encore terminée. Donc, avoir un sourire à la fin, à moins de 2 mois de la fin de l'année, un merveilleux cadeau comme celui-là, ça ne peut que faire plaisir. Je dois avouer que rarement, mais vraiment rarement, on a vu autant d'engouement autour d'une cérémonie de dédicace. Le secret pour avoir fait déplacer autant de professeurs dans une même salle, un public qui était assez conquis, du moins en ce qui concerne votre écriture. Votre secret, comment est-ce que vous avez fait pour attirer autant de monde en un seul lieu, notamment la librairie des peuples noirs à Yaoundé? Bon, je ne prends pas en considération les professeurs parce que je pense que les professeurs, c'est des intellectuels et ils sont dans leur domaine de littérature. Je présume qu'ils ne peuvent qu'être attirés quand ils apprennent qu'il y a un nouvel opus sur le marché. Et surtout que c'était inédit parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit le livre d'enfants. Mais je dis que j'ai été très agréablement surprise de voir tout ce public-là, tout le reste du public. C'est lui que je salue d'ailleurs,
qui peut-être ne comprenait pas exactement ce que nous faisions, mais qui s'est pressé de venir. Je ne sais pas s'il y a un secret là-dedans, mais comme Joël me disait tout à l'heure, c'est peut-être une étoile, chacun a une étoile. Pourquoi le livre jeunesse? Le livre jeunesse, ça part déjà du fait que j'étais une passionnée de littérature de jeunesse quand j'étais enfant. Et puis, maintenant, j'ai noté que dans le contexte camerounais, il est un peu absent. Et le dernier point le plus important, je me suis dit, la lecture, c'est ça qui façonne l'homme. Quand on ne sait pas lire ou quand on ne prend pas l'habitude de lire, on ne peut pas bien parler, on ne peut pas bien écrire. Et pour le faire, il faut commencer à enseigner aux enfants, à les captiver, à leur apprendre la lecture. Et je me suis dit, il y a ce manque. Je ne dis pas que c'est vide, le secteur du livre d'enfants, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui nous ont précédés. Oui. Mais je dis que il y a quand même un grand vide depuis certains écrivains jusqu'à maintenant. Et il faut combler. Et en essayant de combler, c'est de ramener tout le monde à la littérature de jeunesse, de leur montrer qu'il y a cette littérature, qu'elle existe et qu'il faut la valoriser. Oui. Donc ramener tout le monde, c'est qui? Les parents, les élèves, les enfants, les enseignants et pourquoi pas nos administrés. Oui. Il faut dire que ça n'a forcément pas été facile. On sait que le journaliste, c'est quelquefois lorsqu'il faut écrire, il faut remplir 2, 3, 4 pages. Comment l'aventure se déroule dans un contexte où c'est une littérature de jeunesse? Il ne faut pas forcément un texte bien plein, mais trouver les mots justes pour intéresser les plus jeunes. Déjà, le livre, il est pour du moins à partir de 6 ans et un peu plus. Il n'a pas d'âge, on peut même le dire. Tout à fait. Pour moi, il n'a pas d'âge parce que on peut le lire même à un bébé. Dès le berceau, on peut déjà apprendre à un enfant à écouter les mots. Et à partir de là, on peut déjà le forger son nuit pour qu'il se prépare déjà à ça. Donc, pour moi, il n'a pas d'âge parce que si le parent doit lire à l'enfant, ça veut dire que tout le monde peut le lire. Encore que, quand on met un livre sur le marché pour les enfants, il y a un arbitre. Oui. Et l'arbitre, c'est d'abord les parents. Ensuite, ce sera peut-être les institutions qui vont vérifier si le livre est... Je ne sais pas comment l'aventure démarre. Comment l'aventure, on est journaliste. On se retrouve comment dans cet univers qui demande effectivement le choix des mots, la sélection des idées? Il faut dire que le journalisme, il vient après la littérature parce que moi j'ai toujours été littéraire. Je me suis toujours senti une âme littéraire. Bon, entre la littérature et le journalisme, on va dire qu'il y a une différence, mais c'est toujours la communication. Maintenant, c'est la manière de communiquer qui diffère. Donc, quand la passion naît, on se retrouve avec des amis, notamment Joël Ebomé qui est là, et tout un groupe avec l'association El Cameroun qui a su ramener les illustrateurs et les écrivains à intéresser les écrivains sur la littérature de jeunesse. Et voilà que le déclic est là. On se souvient que tout jeune, on a lu beaucoup de livres d'enfants, Eddie, Martine. Alors pourquoi ne pas créer son univers à soi? Et surtout, créer un univers pour les petits Africains. Oui. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai lu ce qui se disait à l'étranger. Maintenant, si je façonne un monde pour nous, les Africains, et pour nos enfants, on se retrouve dans notre culture, dans notre milieu, on n'est pas perdu. Oui, on sent bien qu'il y a un combat. On va dire qu'au niveau de la couleur d'abord des personnages, on voit bien qu'ils représentent des Africains. Parce que bien avant, on a eu cette polémique, même à travers la fabrication des objets. Pourquoi il fallait toujours représenter ce qui se trouve dans des livres en une certaine couleur qui n'identifie pas ou permet pas d'identifier directement les Africains. Ici, on a réussi quand même à gagner ce pari. On voit des personnages qui sont des Africains. Oui, parce que nous sommes en Afrique. Si nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Donc, il faut d'abord parler des Africains. Ce que nous racontons, c'est... Nous racontons le quotidien. Un quotidien qui peut être le quotidien de nos petits-enfants. Oui. Donc, si nous voulons raconter leur quotidien, on ne va pas aller regarder de l'autre côté. Et comme nous racontons leur quotidien, il faut que ce soit eux qui soient les personnages de l'œuvre. Oui. On a donc cette assimilation, on a des noms des personnages qui ressemblent exactement à ce qu'on peut voir, les mamies, les mbamba. Alors le choix, on imagine bien que c'était à dessein pour pouvoir intéresser davantage et faire savoir que ici on parle d'une histoire qui nous concerne. Donc la tropicalisation en quelque sorte de l'écriture. Tout à fait, il faut toujours une coloration.
Et la coloration est bien dans notre contexte. Il fallait puiser là-dedans pour créer des personnages. On ne les crée pas ex nihilo, donc on ne les crée pas au hasard. On s'inspire de ce qu'on voit. Et puis maintenant, il y a la littérature qui fait son chemin. Donc, on part d'abord de la réalité. Et puis, parce qu'il faut fasciner d'une certaine façon, là, on intègre donc les techniques de l'écriture qui nous amènent à parler. S'il fallait en 2 mots, ou même un peu plus, dire de quoi parle Marinetta et la petite serviette rose? Bon, Marinetta, c'est une petite passion. Moi, quand j'écris Marinetta, c'est parce que je voulais montrer et aux enfants et aux parents, et à nous tous qui côtoyons les enfants, que dès le bas âge, les enfants ont déjà les passions et qui sont déjà attachés aux choses. C'est-à-dire que ce ne sont pas des inconscients. Donc, ils nous disent déjà des choses, ils nous montrent déjà leur personnalité, ils se définissent déjà. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé de Marinetta. Je parle de la petite serviette rose pour montrer que la petite Marinetta est déjà attachée à un objet de toilette très important, sa petite serviette. Oui, c'est vrai que dès le départ, lorsque vous êtes entré dans ce studio, je vous ai fait savoir qu'il y avait certains symboles qu'on a pu percevoir. Le fait que d'entrée du jeu, la mère de Marinetta la dépose sur sa grand-mère, ça prouve combien les familles aujourd'hui sont très chargées à la quête perpétuelle du mieux-être, de l'avoir. Est-ce que la question de la famille aujourd'hui n'est pas à revoir dans un contexte où les parents, quelquefois, laissent l'éducation de leurs enfants aux grands-mères, aux nounous? Bon, je ne sais pas. Moi, je me dis que ça a toujours été pareil. Hein. Peut-être qu'avec l'évolution, mais je me dis depuis toujours, depuis la nuit des temps, je crois que les grands-mères ont toujours suppléé aux parents d'une certaine manière. Oui. Bon, maintenant, c'est vrai qu'à une certaine époque, les mamans ne travaillaient pas. Donc, elles remplissaient bien leur rôle. Aujourd'hui, le papa et la maman travaillent et ce n'est pas évident. Donc, pour moi, ce n'est pas une façon de fustiger la famille. Parce que pendant le week-end, Marinetta vit bien avec ses parents. Oui. Et comme je le dis, Marinetta est le début d'une longue série. Donc, il y aura des périodes où elle sera peut-être dans son cadre familial. Mais l'intérêt que je veux porter ici, c'est sur 2 personnages quand même fragiles. Oui. Je voudrais montrer à la société que ce sont des personnages importants. On a tendance parfois à les oublier, à les ignorer, mais ils ont leur place et une place importante. C'est pour cela que je les mets ensemble, pour les rapproche, pour montrer l'importance de chacun dans nos vies. Donc les tout petits et les personnes du 3e âge. Oui, personnes âgées. Oui. Il faut donc parfois penser à eux. Il faut toujours penser à ces 2, parce que quand vous regardez dans la rue, vous allez constater qu'il y a des enfants de la rue. Oui. Un gros problème dans la société. Tout à fait. Et maintenant, on a une journée on a une journée des personnes âgées pour montrer, parce qu'il y a un combat, de plus en plus les Africains veulent ressembler dans leur comportement et leur manière aux Occidentaux. Oui. C'est-à-dire que quand on est déjà tellement occupé, on prend nos personnes âgées, on les abandonne quelque part, on ne s'en occupe plus. Oui, alors que le personnage âgé, la personne âgée, la grand-mère, le grand-père a un rôle à jouer. Et nous, on a grandi dans des familles ou dans des vies où on nous montrait que quand grand-mère quittait le village pour venir nous rendre visite, c'est parce qu'elle nous appelait, elle venait nous apporter un savoir. On apprenait beaucoup plus avec elle. Et aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas et c'est dommage. Oui, il faut peut-être revoir les façons, les manières d'être. On a dit, il y a la nounou. C'est assez moderne aujourd'hui d'avoir une personne qui épaule la mère pour les travaux. Et on peut se poser des questions, est-ce que c'est véritablement prudent de confier la responsabilité, la charge de ses enfants parfois à des inconnus? L'histoire que je raconte, je continue de dire que elle n'a rien d'extraordinaire. Elle est vraiment la vie habituelle de tous les jours. Et je pense que même dans les années d'antan, parce que on a tendance à comparer le passé et le présent, dans l'époque d'hier et l'époque d'aujourd'hui, et on se dit peut-être qu'il n'y a pas eu de présence de nous. Non, il y a toujours eu d'une certaine façon une personne dans la famille qui aide de la grand-mère, qui aide de la maman. Ce n'est pas nouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons chercher les étrangers, mais les parents ou les grands-parents ont toujours eu quelqu'un qui vient les assister dans leurs travaux ménagers, dans leurs tâches.
Parce que c'est comme ça, comme c'était beaucoup plus alors convivial, ou bien ce n'était pas tout à fait monnayé, parce qu'aujourd'hui il y a un salaire et qu'on va chercher un inconnu pour le faire. Ça peut être fustigé, mais je pense que ça a toujours existé. Il faut donc tout de même faire attention aux nounous qu'on choisit. Je vais dire, on va revenir sur un certain nombre de symboles dans le livre. Le livre, c'est émerveillement, de beaux dessins. Le livre, c'est également sourire, avec Marinetta, la petite fille toute mignonne, qui sait déjà reconnaître des personnes assez qui représentent quelque chose de fort sur le plan sentimental. Est-ce que l'amour candide n'est pas également un élément qu'il faut relever dans cet ouvrage? Elle aime sans intérêt. Elle aime sa grand-mère parce que c'est sa grand-mère. Oui, c'est tout ce que, parce que elle aime, en fait, elle aime tous les gens avec qui elle partage ses moments. Parce qu'il y a des moments de complicité. Oui. Donc, la grand-mère, c'est une complice. C'est des choses qu'elle partage avec elle. C'est des moments importants. Et la nounou, c'est pareil. Chacune de ces deux personnes lui apporte quelque chose. Et chacune de ces deux personnes a une place importante dans sa vie. Donc, elle ne peut que leur donner son amour. Et comme je le disais, à cet âge-là, tout est naïf. On ne connaît pas encore les affres de la vie. On n'est pas encore confronté aux difficultés, aux souffrances. Et c'est ça qu'on me montre aux enfants. Profitez de votre enfance, profitez de votre jeunesse avant d'être éclaboussé par tout ce qui est mauvais. Je crois que c'est un message important parce que ce livre, je l'ai pratiquement la même semaine où je côtoyais un ouvrage qui posait une question très problématique en ce moment et que je vais certainement me faire taper dessus lorsque je vais évoquer le sujet. Eh bien, le titre du livre était une question. Livre, la Bible, un livre saint ou une invention humaine? Donc, c'était un livre assez complexe. Et donc, lorsque je tombe sur Marinetta, c'est un livre qui ramène le sourire, qui permet de voir les choses avec une certaine, pas légèreté, mais davantage d'enthousiasme, davantage de beau. Avant de marquer un temps d'arrêt, on va savoir, puisqu'il y a Solis, qui est également celui qui a dessiné, on a comme l'impression qu'il y a véritablement une symbiose entre l'histoire qui est racontée et les dessins. Il y a une véritable harmonie. On n'a pas l'impression que ce soit deux personnes qui aient réalisé chacun de son côté son travail. On est là dans le cadre du livre d'enfant. Parce que si on disait même livre de jeunesse, je crois que ça ne conviendrait pas beaucoup. Oui. C'est-à-dire c'est un livre d'enfant. C'est-à-dire qu'on a affaire aux tout petits qui ne sont pas encore capables de lire. Parce que le personnage principal ici a 2 ans. À 2 ans, un enfant peut déjà parler ou ne pas parler, mais de toute façon, il est encore enfant et il dépend de sa famille, il est naïf. Donc, comme il ne peut pas encore correctement lire, c'est ça la particularité des livres de jeunesse, des livres d'enfants. Il faut que le texte accompagne, il faut que les images accompagnent le texte. Oui. Et les images et le texte doivent dire la même chose. Oui. Voilà. Le langage écrit et le langage dessiné. Oui. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Parce que si l'enfant ne peut pas lire, au moins les images lui parlent. Donc, en attendant qu'il grandisse et qu'un jour, il revienne dans ce livre que maman m'avait offert ou grand-mère ou qui m'avait offert, qu'est-ce qu'il racontait même? Et là, entre-temps, il aura quand même appris par les images. L'auteur, du moins le dessinateur ou l'illustrateur, et vous connaissiez pas bien avant, c'est dans le cadre de ce travail que vous vous mettez ensemble? Comme j'ai évoqué El Cameroun, j'ai évoqué Joël, qui est chef d'édition à Komamba. Derrière Joël, il y a 1000 personnes, il y a 1000 autres personnes. On a pu le constater. Qui sont dans cette équipe-là. Donc, c'est des gens que je connaissais au départ. Maintenant, dire que j'étais déjà avec eux, non, mais c'est quand on se retrouve dans le cadre de l'écriture, c'était un atelier. Et en ce moment-là, je fais vraiment connaissance avec Solis et on s'harmonise. Oui. Je dois avouer que c'est une jeune équipe. L'équipe d'Akomamba, j'ai dû côtoyer cette équipe-là et j'étais fasciné parce qu'ils sont jeunes et entreprenants. Et ça, c'est ce qu'il faut parfois pour dynamiser un secteur. Un livre d'enfants, il faut bien les jeunes pour se mobiliser. On va parler tout à l'heure d'autres symboles autour de votre ouvrage. Je rappelle à ceux qui nous écoutent en ce moment que la radio émet sur les 88.4. Ceux qui regardent via Facebook sur Royal FM Espace Cameroun ont la chance de pouvoir avoir la première de couverture qui est en visuel. Ça vous permet de savoir exactement quel est le livre qu'il faut chercher. Marinetta et la petite serviette rose, c'est le livre
de Jolita qui est présenté ce soir. Le temps d'un break et puis on revient. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Chaque mardi, non, pas mardi, le jeudi, chaque jeudi soir, elle va fouiller pour nous, au plaisir, des textes qui ont marqué l'histoire. Elle s'appelle Annie Lisette Ambassa. Eh bien, L'amour au temps du choléra est le livre sur notre table ce soir. C'est un roman de poche écrit par Gabriel Garcia Marquez, colombien né en 1927. L'ouvrage parle d'histoire d'un jeune télégraphiste pauvre, amoureux d'une belle écolière de famille plutôt aisée. Annie Lisette Ambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. À la fin du 19e siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière jurent de se marier et de vivre un amour éternel. Durant 3 ans, ils ne vivent que l'un pour l'autre. Mais Fermina épouse Juvenal Urbino, un jeune et brillant médecin. Alors Florentino, l'amoureux trahi, se mue en séducteur impertinent et s'efforce de se faire un nom et une fortune pour mériter celle qui ne cesse d'aimer en secret 50 années durant. L'auteur de 100 ans de solitude et de chroniques d'une mort annoncée, prix Nobel 1982, donne libre cours à son génie de conteur, à la richesse de son imagination et à l'enchantement baroque de son écriture. Quand on est télégraphiste, dont l'opulence est loin d'être le pain quotidien, et une jeune écolière d'une famille plutôt aisée, l'amour est sans doute le meilleur moyen pour se compliquer la vie. Mais l'amour aux Caraïbes a pour sœur aînée la déraison. Florentino, amoureux de Fermina, va connaître cet état second dont les symptômes, plaisir subtil de l'attente et souffrance de l'éloignement sont si proches d'une maladie mortelle. Mais lorsqu'il commence à attendre la réponse à sa première lettre, son anxiété se complique de diarrhée et de vomissements verts. Il perdit le sens de l'orientation, souffrant d'évanouissement subit, et sa mère fut terrorisée parce que son état ne ressemblait pas au désordre de l'amour, mais au ravage du choléra. Bientôt, plus terrible que les craintes de la mère de Florentino, se dresse la volonté du père de Fermina, bien décidé à briser par tous les moyens la promesse d'un amour éternel. Cette histoire d'un amour impossible n'aurait rien d'original si elle n'était écrite de la main de Gabriel Garcia Marquez, qui se joue de nous en nous emportant dans le fleuve de cette histoire et les courants violents des sentiments. Le prix Nobel de littérature prête aux Caraïbes toutes les raisons qu'il faut pour souffrir les 1000 tourments du cœur et au lecteur l'obligation d'une lecture boulimique, ne lui laissant aucune chance de reprendre son souffle. On s'en échappe avec l'envie de mourir d'amour ou de choléra. Gabriel Garcia Marquez est né en 1927 à Aracalaca, en Colombie. Après des études de droit, il a été journaliste dans son pays au Mexique, en France et en Espagne. Il publie ses premières nouvelles en 1955. Les romans qui suivent ont tous connu un succès mondial. En 1982, il reçoit le prix Nobel de littérature. L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez constitue l'un des nombreux titres du livre de poche adopté au cinéma.
Merci à Anne-Elisette Ambassa pour le classique littéraire de ce soir. On va poser la question, comme c'est la tradition, à notre auteur du soir. Est-ce qu'elle a eu des figures emblématiques, des personnes qui l'ont inspiré, qui vous ont poussé à écrire? Comme je dis tout à l'heure, on n'écrit pas ex nihilo. Donc, on regarde toujours autour de soi pour raconter une histoire, évidemment. Oui. L'histoire m'a été inspirée par ma petite nièce, quand elle avait 2 ans, parce qu'aujourd'hui, elle a 18 ans. Elle a 18 ans? Oui. Que dit-elle lorsqu'elle regarde et lit aujourd'hui l'ouvrage? Elle n'allait pas, au départ, elle ne savait pas que l'histoire, c'était elle. Il a fallu que je le lui dise, et elle était si émue et étonnée. Elle a dû prendre le livre aussi pour découvrir ce qu'elle faisait à cet âge-là. Et par rapport à l'activité d'écriture, est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez eu d'autres auteurs qui vous ont parlé? Comme je disais, j'ai toujours dit aux gens, pour devenir écrivain, je crois qu'on est d'abord fasciné par l'écriture des autres. Ouais. Je pense que j'ai tellement lu, j'ai des exemples, vraiment ça foisonne, de la littérature de jeunesse à la littérature d'amour, c'est-à-dire les Harlequins, les Daniel Steele, aux auteurs écrivains, les grands écrivains, déjà africains, parce que dans mon registre africain, j'avais des auteurs que je préférais. Donc, si on n'est pas, je présume, si on n'est pas au départ un bon lecteur, on ne peut pas avoir envie de tenir la plume pour braver la feuille blanche. Oui, et c'est vrai que quelquefois quand on lit beaucoup, on a l'impression de copier quelques auteurs. Est-ce que vous avez cette impression-là à votre niveau, qu'il y a quelqu'un qui vous a particulièrement marqué et qu'aujourd'hui vous essayez de reprendre? Comme en journalisme, on a toujours des référents. Oui. On ne peut pas, dans tout métier, je veux dire, je ne connais pas les autres métiers, mais je parle de ceux que je connais. Donc, il y a des modèles. Donc, on va essayer de faire comme ce modèle, mais on ne va pas le plagier, ne le copier. Mais écrire, c'est une école. Si on n'a pas fait une école d'écriture, si on n'a pas appris comment écrire, on ne peut pas écrire. Oui. Je vais proposer aux auditeurs d'écouter la voix de Reine sur un fragment de texte pour vous donner une petite idée de ce que le livre vous réserve. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir aussi à tous les auditeurs de la 88.4. Oui. Vous nous déclamez une partie de ce texte pour notre plaisir. Voilà, il faut dire que c'est là, nous sommes à la page 16 et 17. Et là, il est écrit: à 2 ans, la précieuse petite fille de Mbamba Anna maîtrise parfaitement l'heure de son bain. Dès que 11 heures sonnent, elle court dans la chambre de sa grand-mère. Elle récupère sa serviette rose et la tend à Nyango Nelly en pointant son petit doigt vers la pendule. C'est compris, petite demoiselle, c'est l'heure du bain, lui dit-elle en souriant. Jolinta, Marinetta et la petite serviette rose, édition Akomamba. Voilà. En quelque sorte, c'est là ce que vous allez trouver à l'intérieur de cet ouvrage, que moi je conseille, surtout aux plus jeunes. Alors, Jolinta, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce texte, est-ce qu'on peut dire vous êtes satisfaite? Est-ce qu'il y a des éléments, vous dites, peut-être j'aurais dû ajouter ci et enlever ça? Oui, mais c'est comme à chaque fois qu'on produit un texte. Il faut absolument le finir, le mettre à la portée du public, mais ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. Si on le garde, on va continuer de trouver des choses à redire. Ouais. Donc il vaut mieux que le public s'en empare très vite et qu'il en fasse ce qu'il veut. Oui. Chacun va faire... c'est à voir, c'est à définir. Chacun trouvera des symboles autour de l'ouvrage. Tout à fait. Et l'autre élément, parce que lorsqu'on lit le livre, on a l'impression que c'est le début d'une histoire. Et heureusement, vous nous rassurez qu'il y a la suite qui arrive. Oui, disons que Marinetta et sa petite serviette, c'est une trilogie. Donc il y a une phase 1, ça c'est celui que Marinetta et sa petite serviette, c'est la phase 2. Puis il y a une phase 3. Pour dire que l'histoire de Marinetta se déroule en 3 temps, mais on peut indépendamment lire chaque histoire sans être perturbé par ce qui a précédé. Oui. Donc chaque histoire se suffit. Donc on a 3 histoires, mais on peut lire... On peut se contenter d'une et ne pas être frustré. Ou bien rester dans l'insatiété. Il y a des éléments qu'on peut voir dans Marinetta. Le petit déjeuner,
Ma grand-mère donne son petit déjeuner. Le bain. Cette partie est également intéressante. Mais on veut finalement comprendre, puisque d'ailleurs c'est le titre de l'ouvrage, c'est quoi la relation finalement entre Marinetta et sa serviette rose? Qu'est-ce qui l'attire autant vers la serviette? Et surtout de cette couleur-là. Bon, on va laisser le public dans le suspense. Il faudra d'abord que le public saura à la série 1 pourquoi Marinetta a eu la serviette rose oui. Et pourquoi elle en est fascinée. Oui, ce qui l'attire à l'intérieur. Oui, mais comme j'ai dit, c'est pour moi l'auteur, c'était déjà de montrer qu'à cet âge-là, les enfants nous parlent, ils nous disent des choses, et que les enfants sont déjà attachés, c'est-à-dire ils ont déjà des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, ils ont déjà une personnalité qu'ils sont en train de développer. Quand on parle de petite serviette rose ici, on peut supposer qu'elle est... Pourquoi une serviette rose? Peut-être qu'elle est... Alors qu'il y en a d'autres. Ouais. Donc, peut-être la couleur rose la fascine. Elle refuse même catégoriquement une autre serviette. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Peut-être que la couleur rose sera sa couleur préférée. Donc, c'est comme ça qu'on veut parler des enfants un peu. À ceux qui pensent que les enfants devraient uniquement subir nos choix, là, vous nous faites savoir qu'il faut écouter plutôt les enfants, choisir. C'est assez difficile. On est mieux placé pour savoir ce dont l'enfant a besoin. Et lorsque l'enfant fait son choix, comment est-ce qu'on se retrouve dans un dilemme? Il faut écouter les enfants. Il faut leur imposer des choses. Alors, il faut écouter les enfants. Il faut les accompagner dans leurs choix. Il faut les discipliner. Si les choix des enfants sont bons, on les laisse faire. Mais si les choix des enfants sont quand même un peu embêtants, il faut prendre le temps de leur parler, de leur expliquer pourquoi il n'est pas préférable de faire ce choix et de leur montrer ce qui peut être bon pour eux. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que dès l'enfance, il faut qu'on apprenne à parler à nos enfants. Ouais. On les écoute et on partage avec eux. Qu'on ne leur donne pas l'impression que comme nous sommes les aînés, nous leur imposons tout. Non, si nous voulons rendre leur vie agréable, nous devons leur montrer que ils ont leur part de choses à nous dire et nous les écoutons et nous leur montrons, nous leur montrons comment faire la différence entre le mauvais et le bon. En fait, c'est ça, pour leur éviter la perdition à l'avenir. Oui. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le livre Marinetta, du moins le livre pour enfants, devrait intéresser d'abord tous les âges et devrait permettre aux uns et aux autres non seulement d'apprendre les notions comme la famille, le respect, l'amour candide sans intérêt. Quel autre message on essaie de passer à travers l'ouvrage? Alors là, moi comme j'ai dit, moi j'ai mis l'accent sur 2 personnages fragiles, dont 2 personnes dans la société. Mais maintenant, le livre est à la portée de tout le monde et chacun l'interprète à sa façon. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, les retours que j'ai eus m'ont souvent surpris parce que chacun vraiment l'interprète à sa façon. Donc chacun a son mot à dire. Oui, chacun découvre. Il y a des choses que je n'avais pas prévues dans ma tête quand je racontais l'histoire, que quelqu'un me ressort. Je dis, ah, tiens. Et je disais tout à l'heure, je suis littéraire. Et il me souvient quand j'étais à la fac, un professeur nous avait dit, on a invité Senghor, on a invité Césaire à une conférence et on leur a expliqué ce qui est écrit dans leur livre. Et ils ont dit, ah, ça, c'est vous qui avez dit, hein? Non, on ne se retrouve pas. C'était pas exactement ce que je voulais dire. Mais si vous le dites, ça doit être ça. C'est pour dire que toute lecture est une réécriture de l'œuvre. Oui. Et on ne doit pas être surpris si quelqu'un prend votre livre, le livre d'un auteur ou d'un écrivain, et qu'il l'interprète à sa façon. Oui. C'est toujours pour nous autres aussi une façon de nous inscrire. Donc chacun fait sa lecture de la société parce que on va dire ce que nous écrivons, on va dire nous sommes dans le cadre là des œuvres réalistes. Donc c'est le reflet du réel. Nous regardons la réalité et nous fabriquons un monde. Oui, c'est vrai que moi j'ai également décelé à l'intérieur de l'ouvrage une petite leçon, comment gérer son linge à la fin. Après l'avoir utilisé, il faut le ranger dans une position des vêtements déjà utilisés et peut-être plus tard le laver.
Vous voyez qu'il y a autre oui, il y a beaucoup de leçons. Ça veut dire que Jean-Jacques était un garçon désordonné ou il était un garçon désordonné? Non, pas vraiment. Ça me rappelle un enseignant qui me disait, je vis avec mon petit garçon. Ah, je t'assure, je ne sais pas le nombre de t-shirts que je ramasse chaque jour sur le chemin de sa chambre. J'espère que tu ne ressembles pas à ce garçon. Rassurez-vous. Donc c'est bien si vous avez retenu l'ordre. Je crois que c'est tout le monde qui apprend à le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce message, parfois on essaie de répercuter ça auprès des tout petits, mais c'est assez difficile de leur dire qu'il ne faut pas laisser traîner les choses. Alors que lorsqu'on a ce message dans le livre, on dira simplement qu'il faut faire comme Marinetta. Tout à fait. C'est un peu plus facile d'enseigner les choses de cette façon-là que de le dire de manière formelle. Non, laisse pas ci ou laisse pas ça. Tout à fait. C'est une école et une façon d'enseigner. Et si les parents peuvent apprendre à éduquer les enfants par les livres, c'est en fait notre projet, c'est quoi? C'est ramener les enfants à la lecture. On a la vidéo aujourd'hui, on a les jeux vidéo, on a ceci. Mais tenir un livre, ça a toujours été passionnant. Et on ne tient pas un livre pour rien, on le tient parce qu'on gagne quelque chose. C'est d'ailleurs votre combat en tant que journaliste et également littéraire. Il est question pour vous d'amener les plus jeunes à la lecture par tous les moyens. Vous avez d'ailleurs eu plusieurs émissions au Centre culturel français à Yaoundé. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que votre combat avance plutôt bien? Ouais, je pense que oui, parce que à l'IFC, je reçois les auteurs, c'est-à-dire que quand il y a un auteur qui arrive, comment on appelle, le staff de l'IFC m'appelle en tant que journaliste pour venir un peu modérer un panel ou bien assister l'écrivain. Et ça n'a jamais été dans le cadre des livres pour enfants, c'était les livres d'adultes. Donc, je pense que j'ai évolué. Dans le cadre de À vos travaux, j'ai pris la place de Hervé Madaya, qui est parti en France, qui est aussi un écrivain. Et À vos travaux, c'est un espace ou une plateforme littéraire où on invite tous les écrivains en herbe, surtout, ou bien les écrivains déjà affinés, mais surtout en herbe, pour leur donner le courage d'avancer dans ce qu'ils essayent d'écrire. Donc, c'est déjà un atelier pour former les écrivains. Et quand on est dans ce genre d'espace, on constate qu'il y a vraiment des passionnés de la plume. Il suffit seulement de les accompagner pour que ça marche. Journaliste, aujourd'hui écrivain ou écrivaine ou auteur, on va dire que c'est une arme de plus. Vous avez l'impression que vous en faites trop ou bien qu'il faut en faire encore un peu plus? Ah non, je n'ai jamais pensé que... Je pense que c'est même le journalisme qui a voulu bousculer la littérature un peu. Mais je pense que la littérature a toujours été là. Et elle sera toujours là. D'accord. Puisqu'on veut savoir un peu plus sur l'auteur. Alors, aujourd'hui, vous êtes une femme tout à fait épanouie, on imagine bien, mariée, mère. Est-ce qu'il est possible de parler du côté secret? Bon, le côté secret, est-ce qu'on peut le garder? On peut le garder, c'est à votre convenance. Voilà, je demande l'autorisation aux auditeurs de le garder. Qu'est-ce qui inspire donc? Mais disons que je suis une femme, une mère, une grand-mère même, et une grand-mère. En tant que telle, j'ai des choses à apporter. Une femme dans la société, je pense que j'ai mon mot à dire, je peux avoir ma place. En tant que mère, j'ai encore ma place. Et donc, en tant que grand-mère aussi. Donc, ce que je peux apporter de bon et que l'on peut copier, ça ne peut que me faire plaisir. Alors, qu'est-ce qui inspire l'auteur? L'auteur, c'est comme je dis, ma place de femme dans la société, ma place de mère, ma place de grand-mère, ma place de tout, même ma place de journaliste, parce que au sortir d'ici, ne soyez pas surpris que j'écrive une histoire et que je change les personnages, tout simplement. Nous sommes ce soir 5 personnes, mais je peux avoir une inspiration. Un divertissement en particulier? Il y en a beaucoup, mais on va rester musique, Oui, la musique, bien sûr, elle nous accompagne tous les jours. Vos temps d'écriture? À tout moment, même quand on fait la cuisine. Il vous arrive une idée et puis ça nous booste. Bon, le temps d'écriture, l'inspiration, si on ne la quadrille pas,
Si on ne quadrille pas l'inspiration, on devient vraiment une malade de l'écriture. Il faut quadriller parce que l'inspiration, ça peut vous arriver partout. Vous êtes à une conférence, vous êtes inspiré. Et la peur de perdre l'idée peut vous amener à ramasser immédiatement votre plume à écrire. Maintenant, il faut savoir comment s'organiser pour ne pas perdre les idées qui surviennent à des moments inédits. Oui. Vous avez en face de vous un parent. Ils sont même d'ailleurs très nombreux à nous écouter. Pourquoi est-ce qu'il va falloir chercher Marinetta et sa serviette blanche, rose plutôt? Pourquoi est-ce qu'il va falloir chercher ce livre-là, peut-être pour le week-end ou pour les jours à venir? Qu'est-ce qui devrait les motiver à le faire? Comme je l'ai dit, il faut recréer la passion de la lecture chez les enfants. Un enfant qui lit est un avenir. Un enfant qui lit découvre des choses et peut nous préparer un Cameroun meilleur ou un monde meilleur pour demain. Parce qu'il va écrire, ça veut pas dire qu'il sera forcément un écrivain, il peut être n'importe quoi, mais tout passe par la lecture. Si on ne sait pas lire et bien lire, on ne peut pas façonner un monde. Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il faut amener les gens, une fois qu'on lit, on apprend à écrire, on développe une belle plume, on s'exprime convenablement. L'autre cri que nous avons, c'est que nous avons constaté que nos enfants ne savent plus écrire. Oui. Il n'y a même plus d'émulation entre les camarades. Ils se contentent aujourd'hui d'écrire ou de dire de n'importe quoi en se disant, ils vont comprendre. Oui. Nous, quand on était lycéens, on avait des défis entre nous. On savait que quand on gobait des pages, on a découvert un ou deux ou trois mots et on se débrouillait pour que quand on converse, que ces mots se retrouvent dans nos phrases. On ne ressent plus ça aujourd'hui, je ne sais pas si je me trompe, d'où le souci de relancer la passion de la lecture chez les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme d'écriture. D'abord, c'est presque un raccourci et quelquefois, on inverse les lettres, les mots. Oui. C'est assez difficile de lire, de décrypter. Peut-être on va vers une nouvelle dynamique, mais pour le moment, puisque le français a des règles et puis c'est assez conventionnel, je pense qu'on va s'en tenir pour l'instant à ces réalités-là. Donc, vous avez des mots choisis, des mots qui vont permettre aux jeunes qui vont lire de booster effectivement leur intellect, d'affûter leur plume et même peut-être leur langage, leur façon de parler. Donc, on est donc satisfaite par rapport à cela. Et puis, on se dit peut-être le prochain projet, le projet le plus immédiat. Le projet le plus immédiat, c'est encore Marinetta et sa petite serviette rose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle devient, cette petite serviette rose? Point d'interrogation. Ça va prendre beaucoup de temps au niveau de l'attente. Nous avons le chef d'édition à Komamba qui est là. C'est à lui de nous dire. Il a déjà reçu le texte. Et Solise, l'illustrateur, qui est mon duo. Et quoi qu'il ait informé qu'il y a la suite. Donc maintenant, nous espérons que nous allons retravailler comme nous avons travaillé au départ. Et que tout ira bien. C'est vrai que j'avais promis une émission entièrement consacrée aux livres de jeunesse. Donc je vais réserver cette émission et l'éditeur effectivement va s'exprimer au cours de cette émission parce que le livre de jeunesse est extrêmement rare sur la place publique. Et puis il faudrait que les gens d'abord sachent ce que c'est et ensuite les acteurs qui s'intéressent à ce mouvement-là. Il ne nous reste plus qu'à peut-être à vous dire un dernier mot, peut-être pour la suite, parce que malheureusement, on va pas. Il ne reste que 2 minutes. Peut-être un dernier mot. Je vois simplement un cœur sur un commentaire, Love This. J'imagine bien que c'est à votre endroit. Je dis merci à tous ceux qui s'intéressent aux livres de jeunesse. Je dis merci déjà à Jean-Jacques qui nous donne l'opportunité de parler aujourd'hui. Je suis fasciné par la profondeur de notre conversation. Je ne parlerai pas d'interview parce que ça va être trop professionnel. Oui, c'est vrai. Parce que nous ici, sommes on est à la maison. Voilà. On a lu un livre, on le commente. Nous nous adressons aux enfants. Oui. Et avoir pour cible les enfants, ce n'est pas évident. Il faut que ce soit convivial. Il faut que ce soit amical. Donc, il faut une certaine complicité pour que le message passe. Oui. En tout cas, je m'en vais remercier Reine, je vais remercier Joël Boimé, que je connais depuis beaucoup de mois maintenant, parce qu'il est venu ici à plusieurs reprises. Je vais simplement souhaiter qu'on se retrouve, messieurs et dames, du moins ceux qui nous écoutent en ce moment à la maison, qu'on se retrouve jeudi prochain. On aura toute une émission sur, pas forcément jeudi, toute une émission sur le livre de jeunesse.
On va se dire qu'à la mise en onde, il y avait Romuald Ekoumé qui nous a aidé depuis 21h. La régie d'antenne était assurée par Carole Prudence Tientieux, coordination centrale. Roger Kek de Kiki, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. La supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. On l'a dit, jeudi prochain, 21h. Après minuit, aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de regarder cette émission sur YouTube. Et vous tapez simplement le point littéraire. Bonne soirée à vous.